Cette maison ne me retient plus. Quand ton patron te dit que tu n'as pas l'étoffe d'un leader, tu le remercies, tu pointes pour quitter le travail à 17 h pour la première fois depuis des années, et tu rentres chez toi pour trouver une surprise qui fait passer une promotion pour un lot de consolation à un enterrement. Je m'appelle Dave Mitchell, j'ai 45 ans, et je répare des systèmes de climatisation industrielle depuis 23 ans. Mes mains sont tachées de cambouis de façon permanente, mon dos me fait souffrir à force de ramper dans les conduits d'aération et, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que la pire chose qui puisse m'arriver était d'être de nouveau ignoré pour le poste de superviseur. J'avais tort. La maison de ville en briques rouges sur Maple Street semblait identique à elle-même lorsque je me suis garé dans l'allée à 17 h 30. 3 étages au charme fané du Midwest, avec la BMW de Sarah garée à sa place habituelle. Ma femme, avec qui je suis marié depuis 18 ans, travaillait en centre-ville chez Pinnacle Advertising, gagnant le double de mon salaire, et ne manquant jamais une occasion de me le rappeler. Sarah. Ai-je appelé en posant ma boîte à outils près de la porte d'entrée? Pas de réponse. Le salon était immaculé, comme d'habitude. Des meubles en cuir blanc qui coûtaient plus cher que mon pick-up, des peintures abstraites que Sarah avait achetées lors de vernissages de galeries auxquels je n'assistais jamais, et pas un seul objet qui ne soit pas à sa place. Tout dans notre maison devait être parfait pour l'image de Sarah. J'ai monté les escaliers, mes chaussures de sécurité résonnant lourdement sur le parquet. Sarah, t'es là? C'est là que je l'ai entendue. La voix d'un homme, grave et intime, venant de notre chambre. Mon Dieu, Sarah, ton mari n'a aucune idée de la chance qu'il a. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis resté figé sur le palier, écoutant ma femme glousser oui, glousser en réponse. Dave est trop occupé avec ses petits travaux de réparation pour remarquer quoi que ce soit. Et puis, ce n'est pas vraiment le genre romantique. La porte de la chambre était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, je pouvais voir l'épaule nue de Sarah, ses cheveux blonds étalés sur notre oreiller et, derrière elle, un homme que j'ai reconnu immédiatement. Marcus. Son frère, Marcus. Pas son amant. Son petit frère pourri gâté vivant de ses rentes, qui squattait notre chambre d'amis depuis 3 mois parce que sa dernière entreprise commerciale avait, temporairement échoué. Le même Marcus qui critiquait tout ce que je faisais, de la façon dont je remplissais le lave-vaisselle à la bière que je buvais. Le même Marcus qui faisait des commentaires désobligeants sur les métiers manuels et suggérait que Sarah méritait mieux. Mais ce n'était pas romantique. C'était pire. Marcus fouillait dans les tiroirs de ma commode, brandissant mes fiches de paie et mes relevés bancaires, pendant que Sarah le regardait depuis le lit, enveloppé dans mon peignoir. « Regarde ça », a dit Marcus en agitant un bout de papier. Dave cache de l'argent. Il y a un compte d'épargne ici avec 15 000 $ qui n'apparaît pas sur les relevés qu'il te montre. Mon fonds secret. L'argent que je mettais de côté en cachette depuis 2 ans, avec l'intention de surprendre Sarah avec les vacances en Europe dont elle avait toujours rêvé. Je le savais, a dit Sarah, la voix tranchante de colère. Il me cachait ça pendant que je paie tout ici, l'emprunt de la maison, les traites des voitures, et même les courses. Tu dois le confronter, a continué Marcus en fouillant dans d'autres papiers personnels. Exige d'avoir accès à tous ses comptes. Un vrai homme ne cache pas d'argent à sa femme. J'ai regardé mon beau-frère violer mon intimité pendant que ma femme l'encourageait, et quelque chose a lâché en moi. Pas cassé, lâché. Comme un câble d'acier soumis à une tension trop forte. J'ai poussé la porte. Vous vous amusez bien à fouiller dans mes affaires? Ils ont tous les deux sursauté comme s'ils avaient été électrocutés. Marcus a laissé tomber les papiers et Sarah a resserré le peignoir autour d'elle. Dave. Le visage de Sarah est devenu livide. Tu es rentré tôt. Apparemment. Je suis entré dans la pièce, les regardant tour à tour. Alors, c'est ce qui se passe quand je suis au travail? Mon beau-frère fouille dans mes affaires personnelles pendant que tu l'aides? Marcus s'est repris le premier, bombant le torse comme il le faisait toujours lorsqu'on le confrontait. Nous étions justes. Juste quoi? Juste en train de violer ma vie privée? Juste en train de comploter dans mon dos? Je me suis approché de lui. Avec mon 1m88 et mes 90 kg de muscles forgés par des années de travail physique, j'avais 10 cm et 20 kg de plus que le physique mou, entretenu en salle de sport, de Marcus. Minute, papillon, a dit Marcus en reculant vers la fenêtre. Sarah a le droit de connaître tes finances.
Sarah a accès à tous les comptes qui comptent, ai-je dit calmement. Ce compte d'épargne? C'était pour un voyage surprise à Paris pour notre anniversaire de mariage. Mais je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Le visage de Sarah s'est décomposé. Dave, je ne savais pas. Non, tu ne savais pas parce que tu n'as pas posé la question. Tu as juste supposé que je t'arnaquais d'une manière ou d'une autre. Je me suis tourné vers Marcus. Et toi? Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu utilises mon électricité, et c'est comme ça que tu me remercies? En montant ma femme contre moi? Marcus s'est redressé, essayant de retrouver sa contenance. Quelqu'un doit veiller aux intérêts de Sarah. Vous, l'école bleue, vous ne comprenez rien à la planification financière complexe. C'en était trop. J'ai attrapé Marcus par son polo hors de prix et je l'ai poussé vers la porte de la chambre. Il était tellement choqué qu'il n'a pas résisté jusqu'à ce que nous atteignions les escaliers. Dave. Qu'est-ce que tu fais? A hurlé Sarah derrière nous. Je sors les poubelles. Marcus a essayé de se dégager, mais j'avais une poigne de clé serre-tube. Je l'ai fait descendre les escaliers, traverser le salon et sortir par la porte d'entrée. Sa BMW était garée derrière la voiture de Sarah. Prends tes affaires et dégage, ai-je dit en le lâchant sur le porche. Tu as 1 heure. Tu ne peux pas me jeter dehors, a bafouillé Marcus. Sarah m'a invité à rester ici. Sarah n'est pas la propriétaire de cette maison. Moi, si. Elle est à mon nom, achetée avec mon argent, et tu n'es plus le bienvenu. Je suis rentré à l'intérieur, laissant Marcus en chaussettes sur le porche. Sarah m'attendait dans le salon, maintenant habillée d'un jean et d'un pull. Son visage était rouge de colère et de gêne. Comment as-tu pu humilier mon frère comme ça? A-t-elle exigé. Comment as-tu pu le laisser fouiller dans mes papiers privés? Ai-je rétorqué. Comment as-tu pu supposer que je cachais de l'argent pour une raison égoïste au lieu de m'en parler? Parce que tu ne me dis jamais rien. Tu vas juste au travail, tu rentres, et tu t'assois devant la télé. On ne parle jamais de notre avenir, de nos objectifs, de nos finances. Je travaille 50 heures par semaine pour payer cette maison et tout ce qu'il y a dedans. Quand exactement suis-je censé avoir ces conversations profondes? Quand tu es à tes soirées de networking, à tes vernissages, à tes soirées entre filles qui durent jusqu'à 2 heures du matin. Sarah a croisé les bras. C'est mon travail, Dave. Je dois entretenir des relations professionnelles, et je dois maintenir le style de vie que ces relations exigent. L'emprunt de cette maison représente 3 fois ce dont nous avons besoin, mais tu as insisté pour vivre dans le bon quartier. Les traites de ta voiture coûtent plus cher que ce que je dépense en course en 3 mois. J'ai économisé de l'argent parce que je pensais que tu voudrais faire quelque chose de spécial pour notre anniversaire, mais apparemment, j'avais tort. Tu aurais dû me parler de ce compte. Tu aurais dû me faire confiance. Nous nous sommes dévisagés à travers le salon. 18 ans de mariage qui, soudain, ressemblait à 18 minutes. Je pouvais voir Marcus par la fenêtre, chargeant des valises dans sa BMW tout en parlant avec animation sur son téléphone. C'est mon frère, a dit Sarah doucement. Et je suis ton mari. Du moins, c'est ce que je croyais. Cette nuit-là, Sarah a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté allongé dans notre lit king size, fixant le plafond et écoutant la maison craquer autour de moi. Les relevés du compte d'épargne étaient toujours éparpillés sur la commode où Marcus les avait laissés, et je pouvais sentir l'odeur de son eau de Cologne flotter dans l'air. J'étais marié à Sarah depuis 18 ans, mais je commençais à réaliser que je ne la connaissais pas du tout. Le lendemain matin, Sarah était partie avant mon réveil. Sa voiture n'était pas dans l'allée et il n'y avait pas de mots. J'ai préparé du café dans cette cuisine qui me semblait soudain trop grande et trop silencieuse, puis j'ai appelé mon travail pour me porter pâle pour la première fois en 3 ans. J'avais besoin de réfléchir. À midi, j'étais au Murphy's Tavern, un bar de quartier à 6 pâtés de maison de chez nous, où la bière n'était pas chère et où le barman se mêlait de ses affaires. J'y étais allé peut-être 5 fois au cours de la dernière décennie, mais cela semblait être le bon endroit pour comprendre ce qui diable arrivait à ma vie. J'en étais à ma 2e bière quand Tom Bradley est entré. Tom était mon meilleur ami depuis le lycée. On avait joué au football ensemble, on était allé au bal de promo ensemble, et on avait été témoins au mariage l'un de l'autre. Il travaillait maintenant dans la construction, dirigeant sa propre équipe, et on se prenait généralement des bières toutes les 2 semaines pour se plaindre de nos femmes et regarder le match à la télé.
Dave, a souri Tom en me repérant. Tu sèches le boulot? Quelque chose comme ça. J'ai désigné le tabouret vide à côté de moi. Je te paie une bière? Il est midi un mardi. Carrément. Tom a commandé une Budweiser et s'est installé sur le tabouret. Il était bâti comme moi, large d'épaules et de bras, avec des mains qui montraient l'usure du travail physique. Sa femme, Jennifer, était l'amie de Sarah, et nos deux couples sortaient ensemble depuis des années. Alors, c'est quoi l'occasion? A demandé Tom. T'as l'air de quelqu'un à qui on a volé son pick-up. Je lui ai tout raconté. La scène dans la chambre, Marcus fouillant dans mes papiers, la réaction de Sarah, la dispute qui a suivi. Tom a écouté sans m'interrompre, secouant parfois la tête. Bordel, a-t-il dit quand j'ai fini. Marcus est un sacré numéro, mais je ne pensais pas qu'il oserait faire un truc pareil. Tu sais ce qui est le pire? Sarah a pris son parti. Elle a vraiment pensé que je lui cachais de l'argent pour une raison égoïste. Les femmes, a dit Tom en levant sa bière. On ne peut pas vivre avec elles, on ne peut pas les vendre sur eBay. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes. Le bar était presque vide, à l'exception d'un vieil homme jouant au vidéo poker dans le coin, et de deux gars en tenue de travail déjeunant à une table près de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Tom. Je ne sais pas. Sarah m'a à peine adressé la parole depuis hier. Marcus est parti, mais le mal est fait. Elle ne me fait pas confiance. Peut-être que vous avez besoin de passer un peu de temps séparés. Jennifer dit toujours que les couples devraient faire des pauses pour travailler sur eux-mêmes. Je l'ai regardé de travers. Jennifer dit ça? Tout le temps. Elle a toute une théorie sur le fait que les relations ont besoin d'espace pour grandir. Tom a fini sa bière et a fait signe pour en avoir une autre. En fait, elle le dit beaucoup ces derniers temps. Quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Tout va bien entre vous? Tom est resté silencieux pendant un long moment, fixant son reflet dans le miroir derrière le bar. Je peux te dire un truc en toute confiance? Bien sûr. Jennifer agit bizarrement depuis un mois. Elle rentre tard, elle est secrète avec son téléphone, elle cherche la bagarre pour des bêtises. La semaine dernière, j'ai trouvé un reçu d'hôtel dans son sac à main. Mon estomac s'est noué. Tom. Elle a dit que c'était pour la fête d'anniversaire de sa sœur, mais sa sœur vit à 20 minutes d'ici. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'un hôtel? Je ne savais pas quoi dire. Tom et Jennifer avaient toujours semblé solides. Ils avaient 2 enfants, une belle maison, et de l'extérieur, tout semblait parfait. Tu lui en as parlé? J'ai essayé. Elle s'est mise sur la défensive et a retourné la situation contre moi. Elle a dit que j'étais paranoïaque et que je voulais tout contrôler. Tom a ri amèrement. Ça te dit quelque chose? Ça me disait quelque chose. L'évitement, les accusations, la façon dont Sarah m'avait fait sentir que c'était moi le problème pour avoir remis en question le comportement de Marcus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Une part de moi veut engager un détective privé, mais ça ressemble à admettre que le mariage est terminé. Nous avons commandé une autre tournée et parlé de tout sauf de nos femmes, du travail, de sport, de la météo, de tout pour éviter le sujet qui fâche. Mais il était là, assis entre nous comme une troisième personne. Vers 16 heures, le téléphone de Tom a vibré. Il a regardé l'écran et son visage s'est durci. C'est Jennifer qui demande où je suis. Tu vas répondre? Pourquoi je le ferais? Elle ne me dit pas où elle va. Mais il a quand même répondu. Je l'ai regardé taper et effacer plusieurs réponses avant de se décider pour un message court. Qu'est-ce que tu as dit? Je bois une bière avec Dave. Son téléphone a vibré à nouveau immédiatement. Elle veut savoir si tu vas bien. Elle dit que Sarah l'a appelé ce matin, bouleversée par la dispute. J'ai ressenti un éclair de colère. Bien sûr que Sarah avait appelé Jennifer. Elle ne pouvait pas simplement gérer nos problèmes en privé. Il fallait qu'elle implique nos amis, qu'elle les pousse à prendre parti. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Tom a lu sur son téléphone. Sarah est vraiment blessée. Elle a l'impression que Dave lui a menti au sujet de l'argent. Tu devrais peut-être lui parler d'être plus ouvert dans son mariage. C'est une blague? Je me suis levé si vite que j'ai failli renverser mon tabouret. C'est moi qui ai besoin d'être plus ouvert?
Je me crève au travail pendant que Sarah dépense l'argent par les fenêtres, et c'est moi le problème? Calme-toi, Dave. Non, je ne vais pas me calmer. Sarah a violé mon intimité, a laissé son frère fouiller dans mes papiers personnels, et maintenant elle joue la victime auprès de nos amis. Tom a levé les mains. Écoute, je te dis juste ce que Jennifer a dit. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation qui m'a fait le regarder plus attentivement. Mais tu n'es pas nécessairement en désaccord non plus. Tom est resté silencieux pendant un long moment. Dave, tu dois admettre que garder un compte d'épargne secret, ce n'est pas génial pour un mariage. Ce n'était pas secret. C'était une surprise. Il y a une différence. Ah bon? Je veux dire, du point de vue de Sarah. Du point de vue de Sarah, je suis un minable de la classe ouvrière qui ne mérite pas d'avoir une opinion sur quoi que ce soit. J'ai jeté un billet de 20 sur le bar. Je pensais que tu comprendrais ça. Je comprends, mais peut-être que... Peut-être quoi? Peut-être que je devrais m'excuser de travailler dur et d'économiser de l'argent? Peut-être que je devrais remercier Marcus d'avoir fouillé dans mes papiers privés? Tom a soupiré. Peut-être que tu devrais réfléchir à la raison pour laquelle Sarah a eu l'impression qu'elle ne pouvait pas te faire confiance au départ. Je l'ai dévisagé. Mon meilleur ami depuis le lycée, le gars qui avait été mon témoin, et le parrain des enfants que Sarah et moi n'avions jamais eus, prenait son parti. Incroyable. Dave, attends. Mais je marchais déjà vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu Tom crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Dehors, le soleil de l'après-midi me semblait trop brillant après la pénombre du bar. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant plusieurs minutes, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Ma femme ne me faisait pas confiance, mon beau-frère avait violé mon intimité, et maintenant mon meilleur ami suggérait que j'étais le problème. Je suis rentré chez moi par des rues qui m'ont soudain paru inconnues, même si je vivais dans ce quartier depuis 8 ans. La maison de ville en briques rouges était identique à elle-même, mais la voiture de Sarah était de retour dans l'allée, à côté d'une Lexus argentée que je ne reconnaissais pas. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché vers la porte d'entrée en redoutant ce qui m'attendait à l'intérieur. Le salon était rempli de femmes. Sarah était assise sur le canapé en cuir blanc, entourée de sa clique habituelle, Jennifer Bradley, Lisa Morrison qui vivait 2 maisons plus loin, et Karen Walsh, du bureau de Sarah. Elles avaient toutes des verres de vin et semblaient être là depuis un moment. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré. Dave, a dit Sarah, la voix soigneusement neutre. Nous étions juste en train de parler. Je vois ça. J'ai balayé la pièce du regard, observant les visages braqués sur moi. Jennifer évitait mon regard. Mesdames. Dave, a finalement dit Jennifer, Tom m'a dit que vous aviez pris un verre aujourd'hui. En effet. Il s'inquiète pour toi. J'ai failli rire. Il s'inquiète pour moi? Nous le sommes toutes, est intervenue Lisa. Elle était l'agente immobilière qui nous avait vendu la maison et se considérait comme une experte en tout. Sarah nous a raconté ce qui s'est passé avec Marcus. Ah oui? J'ai regardé ma femme. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté, exactement? Les joues de Sarah ont rougi. Je leur ai dit que tu as jeté mon frère hors de la maison sans avertissement. Sans avertissement? Je n'ai pas pu cacher l'incrédulité dans ma voix. Il fouillait dans mes papiers privés, Sarah. Dans notre chambre. Il essayait d'aider, a dit Karen. C'était la supérieure de Sarah à l'agence de publicité, une femme d'une 50aine d'années, tirée à 4 épingles, qui n'avait jamais été mariée. Marcus s'inquiétait pour la sécurité financière de Sarah. La sécurité financière de Sarah va très bien. Elle a accès à tous les comptes qui comptent. Sauf celui que tu cachais, a dit doucement Jennifer. Et voilà, l'accusation portée par la femme de mon meilleur ami, dans mon propre salon. Je ne cachais rien. J'économisais de l'argent pour une surprise. Une surprise dont Sarah ignorait tout, a ajouté Lisa. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les mariages, Dave. J'ai regardé autour de moi ces femmes, des femmes que je connaissais depuis des années, dont les maris étaient mes amis, qui avaient été invités chez moi des dizaines de fois, et j'ai réalisé qu'elles avaient déjà jugé l'affaire. Alors c'est une intervention? C'est une conversation entre amis, a dit Karen. Nous nous soucions de vous deux. Vraiment?
Je me suis assis dans le fauteuil face au canapé. Très bien, ayons une conversation. Sarah, veux-tu leur dire combien d'argent tu as dépensé le mois dernier? Le visage de Sarah est devenu blanc. Dave, ne fais pas ça. 3 000 $ en vêtements, dîner, soins au spa, et Dieu sait quoi d'autre. Pendant ce temps, je mange des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner et je conduis un pick-up qui a 320 000 km au compteur. Ce n'est pas juste, a dit Jennifer. Sarah travaille dur. Elle a le droit de se faire plaisir. Et moi je ne travaille pas dur. Tu sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a dit Lisa. Non, je ne le sais pas. Je ne sais plus ce que vous voulez dire, aucune d'entre vous. Je me suis levé. Sarah, je peux te parler en privé? Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant mes amis. Ses amis. Pas nos amis. Et même pas des amis qui se trouvaient là par hasard. Ces amis qu'elle avait clairement recrutés pour se liguer contre moi. Très bien. Je veux savoir pourquoi tu as laissé ton frère fouiller dans mes papiers personnels au lieu de simplement me poser la question pour le compte d'épargne. Parce que tu ne me parles jamais d'argent. Parce qu'à chaque fois que j'essaie, tu te fermes ou tu changes de sujet. À quand remonte la dernière fois où tu m'as posé des questions sur mon travail, sur ma journée, sur tout ce qui compte pour moi? Sarah était silencieuse. À quand remonte notre dernier dîner ensemble? Juste nous deux, sans téléphone, sans télé, sans distraction. Toujours silencieuse. À quand remonte la dernière fois que tu m'as dit merci pour tout ce que je fais ici? Dave, a interrompu Karen, tu es injuste. Sarah n'a pas besoin de te remercier pour faire ta part des tâches ménagères. Ma part? J'ai ri. Je m'occupe du jardin, de l'entretien, des réparations et de la moitié du ménage. Je travaille aussi 50 heures par semaine dans un boulot qui détruit lentement mon corps. Mais bien sûr, parlons de ce qui est juste. Tu passes à côté de l'essentiel, a dit Jennifer. Il ne s'agit pas de savoir qui travaille le plus, il s'agit de confiance et de communication. Tu as raison. Il s'agit de confiance. Alors laisse-moi te demander quelque chose, Jennifer. Où étais-tu mardi soir dernier? La pièce est devenue d'un silence de mort. Le visage de Jennifer a pâli. Quoi? Mardi soir dernier. Tom m'a dit que tu étais sorti jusqu'à plus de minuit. Où étais-tu? Ça ne te regarde pas. Tu as raison, ça ne me regarde pas. Tout comme mon compte d'épargne ne te regarde pas. Mais puisque nous sommes tous ici pour parler de confiance et de communication, j'ai pensé que tu aurais envie de partager. Jennifer s'est levée précipitamment. Je dois y aller. Jennifer, attends, a dit Sarah. Mais Jennifer attrapait déjà son sac. C'est exactement ce dont je parlais, a-t-elle dit à Sarah. Il est paranoïaque et contrôlant. Elle est partie sans ajouter un mot. Lisa et Karen ont échangé un regard et ont décidé de s'éclipser aussi, nous laissant Sarah et moi seuls dans le salon. C'était cruel, a dit Sarah une fois la porte fermée. Ah bon? Où est-ce que c'était honnête? Jennifer est mon amie. Jennifer ment à son mari, tout comme tu m'as menti sur la raison de la présence de Marcus ici. Je n'ai jamais menti à propos de Marcus. Tu as dit qu'il avait besoin d'un endroit où rester le temps de se remettre sur pied. Tu n'as pas dit qu'il allait passer 3 mois à critiquer tout ce que je fais et à te monter contre moi. Sarah est restée silencieuse pendant un long moment. Peut-être que nous devrions faire une pause, a-t-elle fini par dire. Une pause? Un peu de temps séparé pour comprendre ce que nous voulons. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée. Elle était toujours belle à 43 ans, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, et ce style qui vient du fait d'avoir de l'argent à dépenser pour soi. Mais assise là, dans notre salon hors de prix, entourée des restes de son intervention, elle avait l'air d'une étrangère. C'est ce que tu veux? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai hoché lentement la tête. D'accord, je vais faire un sac. Dave, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. C'est ce que tu veux, et honnêtement, je pense que tu as raison. Nous avons besoin de temps séparés. Je suis monté jeter des vêtements dans un sac de sport pendant que Sarah attendait dans le salon. Je pouvais l'entendre au téléphone, appelant probablement Marcus ou une de ses amies pour faire le compte-rendu du dernier drame. Quand je suis redescendu, elle se tenait près de la fenêtre du devant.
Où vas-tu rester? Je vais me débrouiller. Dave. Je me suis arrêté à la porte d'entrée et me suis retourné vers elle. Pour ce que ça vaut, l'argent de ce compte d'épargne, c'était pour un voyage à Paris pour notre anniversaire. J'avais tout organisé, les vols, les hôtels, les musées, tout ce que tu disais toujours vouloir voir. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit. Je l'ai laissé planter là et je me suis éloigné en voiture de cette maison qui ne me semblait plus être la mienne. J'ai passé la première nuit dans un motel sur la route 9, le genre d'endroit qui loue à l'heure et dont l'enseigne au néon clignotante, libre, et, complet, comme si elle n'arrivait pas à se décider. La chambre sentait le désinfectant et la déception, mais elle était propre, silencieuse, et je n'avais à me justifier auprès de personne. Le lendemain matin, je suis retourné au travail. Tu as l'air d'un déterré, a dit Frank Morrison, mon superviseur. Frank était le mari de Lisa Morrison, ce qui signifiait qu'il avait probablement entendu parler de tout mon drame conjugal de seconde main. Merci pour les encouragements. Sérieusement, Dave, ça va? J'étais accroupi dans le sous-sol d'un immeuble de bureau, en train de remplacer un compresseur qui avait rendu l'âme pendant la nuit. Le travail était familier et ne demandait pas de réfléchir, c'était exactement ce qu'il me fallait. Sarah et moi faisons une pause. Lisa m'a touché 2 mots à ce sujet. Frank m'a tendu une clé anglaise. Tu veux en parler? Pas particulièrement. C'est de bonne guerre. Mais pour ce que ça vaut, Lisa ne connaît pas toute l'histoire. Elle ne connaît que la version de Sarah. J'ai levé les yeux vers lui. Frank était un bon gars, 10 ans de plus que moi, avec le genre de mariage solide qui faisait des jaloux. Lui et Lisa avaient leurs problèmes, mais ils les réglaient sans y mêler tout le quartier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Frank est resté silencieux un instant, pesant ses mots. Je pense que le mariage demande beaucoup de travail et que parfois les gens l'oublient. Je pense aussi que les secrets, même les bons, peuvent causer des problèmes s'ils ne sont pas bien gérés. Donc tu penses que j'ai eu tort d'économiser de l'argent sans le lui dire? Je pense que tu avais de bonnes intentions, mais que Sarah l'a peut-être vu différemment, surtout avec son frère qui lui murmurait à l'oreille. J'ai fini d'installer le compresseur et j'ai testé le système. L'air froid a circulé dans les bouches d'aération et la température du bâtiment a commencé à descendre vers la normale. Marcus l'empoisonne contre moi depuis des mois, ai-je dit. Il fait des commentaires sur les boulots d'ouvriers, il suggère qu'elle mérite mieux, il remet en question chacune de mes décisions. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Parce que c'est son frère, et parce que je pensais que Sarah était assez intelligente pour voir clair dans ses conneries. Frank a hoché la tête. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les plus difficiles à voir clairement. Nous avons terminé le travail en silence et sommes passés à l'intervention suivante. J'ai passé la journée à ramper dans les conduits d'aération et à changer des filtres, reconnaissant d'avoir un travail qui nécessitait l'usage de mes mains mais pas de mon cœur. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant notre maison sur Maple Street. La voiture de Sarah était dans l'allée avec la BMW de Marcus. Il était revenu. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé à travers les fenêtres du salon. Sarah et Marcus étaient assis sur le canapé, discutant avec animation. Marcus faisait de grands gestes, expliquant probablement à quel point il avait été lésé par son beau-frère psychopathe. Mon téléphone a vibré. Un SMS, Dave, il faut qu'on parle. Tu peux venir? De Sarah. J'ai levé les yeux vers la maison, puis vers mon téléphone. Par la fenêtre, je voyais Sarah regarder son téléphone en attendant ma réponse. J'ai répondu, j'arrive. Marcus a ouvert la porte. Dave. Sa voix était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la suffisance dans ses yeux. Entre. C'est toujours ma maison, Marcus. Je n'ai pas besoin de ta permission. Bien sûr. Sarah t'attend dans le salon. Sarah était assise au même endroit que la veille au soir, mais elle semblait maintenant calme et déterminée. Elle s'était changée et s'était remaquillée, comme si elle se préparait à une réunion d'affaires. Dave, assieds-toi. Je suis resté debout. De quoi veux-tu parler? De notre mariage. De notre avenir. Ok, parle. Sarah a jeté un coup d'œil à Marcus, qui a hoché la tête pour l'encourager. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, à propos de la communication et de la confiance. Et je pense que tu as raison.
Nous avons des problèmes dans ces domaines. J'attendais le mais. Il est arrivé rapidement. Mais je pense aussi que tu as une part de responsabilité dans ces problèmes. Comme quoi? Marcus s'est raclé la gorge. Dave, peut-être que je devrais t'expliquer. Personne ne t'a rien demandé, ai-je dit sans quitter Sarah des yeux. C'est entre ma femme et moi. Marcus est de la famille, a dit Sarah. Il essaie d'aider. Marcus est un parasite qui squatte notre maison depuis 3 mois tout en critiquant tout ce que je fais. Ce n'est pas la famille. C'est un invité qui a abusé de l'hospitalité. Marcus s'est levé du fauteuil où il était assis. Minute, papillon. Assieds-toi, Marcus. Quelque chose dans ma voix l'a fait hésiter. Je portais toujours mes vêtements de travail, des bottes coquées, un pantalon en toile et une chemise avec mon nom brodé sur la poche. Je sentais l'huile de machine et la sueur, et j'en avais assez d'être poli avec des gens qui ne me respectaient pas. Dave, a dit Sarah, inutile d'être hostile. Hostile? Tu veux voir ce qu'est l'hostilité? Je me suis tourné vers Marcus. Tu es dans ma maison depuis 3 mois, à manger ma nourriture, utiliser mes services et empoisonner ma femme contre moi. Hier, je t'ai trouvé en train de fouiller dans mes papiers privés comme une sorte de cambrioleur. Et maintenant tu es de retour, assis dans mon salon, à me donner des conseils matrimoniaux. Alors, que les choses soient claires, dégage. Sarah m'a invité à revenir, a dit Marcus, mais il s'est rassis. Sarah ne possède pas cette maison. C'est la mienne, et je retire l'invitation. Dave, je t'en prie, a dit Sarah. Marcus s'est excusé d'avoir fouillé dans tes papiers. Il essayait juste d'aider. Aider à quoi? Notre mariage allait bien jusqu'à ce qu'il débarque. Notre mariage n'allait pas bien, a rétorqué Sarah. On se parle à peine. On ne fait jamais rien ensemble, et tu prends des décisions sans me consulter. Quelle décision? Le compte d'épargne. L'argent que tu cachais. Je ne cachais pas d'argent. J'économisais pour une surprise. Une surprise dont je ne savais rien. En quoi est-ce différent de cacher? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que nous avions 2 conversations complètement différentes. Elle parlait de confiance et de communication, mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était contrôle. Sarah, l'année dernière, combien d'argent as-tu dépensé sans me demander mon avis? C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que je dépense de l'argent pour des choses dont nous avons besoin, des vêtements pour le travail, l'entretien de la maison, la nourriture. Tu as dépensé $400 pour un sac à main le mois dernier. Il était en solde. Il passait de 8 cents à 4 cents. Tu as dépensé $400 pour un sac soldé, et tu penses que c'est raisonnable? Je travaille dur. Je mérite de belles choses. Je travaille dur, moi aussi. Mais quand j'économise de l'argent pour quelque chose de spécial, je te le cache. Marcus s'est raclé la gorge à nouveau. Dave, je crois que tu passes à côté du sujet. Le sujet, ai-je dit en me tournant vers lui, c'est que tu vis ici gratuitement tout en convainquant ma femme que c'est moi le problème dans notre mariage. Le sujet, c'est que tu as fouillé dans mes papiers privés et que tu as transformé une surprise en trahison. Le sujet, c'est que tu es un homme de 40 ans incapable de subvenir à ses propres besoins et qui doit blâmer les autres pour ses problèmes. Le visage de Marcus a viré au rouge. Au moins, je ne mens pas à ma femme au sujet de l'argent. Au moins, j'ai une femme, un travail et une maison. Qu'est-ce que tu as, toi, Marcus? J'ai une entreprise. Tu as une entreprise qui a fait faillite, ta 3e en 5 ans, c'est pourquoi tu vis dans ma chambre d'amis au lieu de chez toi. Dave, arrête, a dit Sarah, mais je venais tout juste de m'échauffer. Non, parlons du sens des affaires de Marcus. Tu te souviens du food truck? Celui qui allait révolutionner la cuisine de rue en ville? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Marcus, sais-tu? Ça a échoué parce que tu as dépensé plus d'argent pour la peinture du camion que pour l'étude de marché. Ensuite, il y a eu l'application, celle qui devait mettre en relation les propriétaires de chiens avec des pécités. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le silence. Ça a échoué parce que tu n'as jamais pris la peine de vérifier qu'il existait déjà une 12aine d'applications qui faisaient la même chose. Et maintenant, il y a cette nouvelle aventure. C'est quoi cette fois? De l'huile à barbe artisanale?
C'est une entreprise de soins pour hommes, a dit Marcus doucement. C'est ça. Et comment ça se passe? Sarah s'est levée. Dave, tu es cruel. Je suis honnête. Ton frère vit dans notre maison, mange notre nourriture et t'empoisonne contre moi parce qu'il ne supporte pas le fait qu'un ouvrier comme moi ait tout ce qu'il veut et qu'il ne peut pas avoir. Ce n'est pas vrai, a dit Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Tu es là depuis 3 mois, Marcus. 3 mois à critiquer mon travail, mes vêtements, mon pick-up, mes amis. 3 mois à dire à Sarah qu'elle mérite mieux. Mieux que quoi? Un mari qui travaille dur et paie ses factures? Un mari qui est propriétaire de sa maison et qui n'a pas besoin de parasiter sa sœur? Marcus s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Tu as raison. Tu n'y es pas obligé. Parce que tu t'en vas. Sarah m'a demandé de rester. Je me suis tourné vers ma femme. Est-ce vrai? Le visage de Sarah était empourpré, et elle faisait tourner son alliance autour de son doigt, un geste qu'elle faisait quand elle était nerveuse. Marcus a besoin d'un endroit où rester le temps de lancer son affaire. Son entreprise a fait faillite, Sarah, tout comme les 2 autres. Il ne se remet pas sur pied. Il cherche quelqu'un pour l'entretenir pendant qu'il joue à l'entrepreneur. Tu n'en sais rien. Je sais qu'il est ici depuis 3 mois sans payer de loyer, de charges ni de courses. Je sais qu'il me critique dans mon dos. Et je sais que notre mariage allait très bien jusqu'à ce qu'il débarque et commence à te remplir la tête de doutes. Sarah est restée silencieuse un long moment. Peut-être que notre mariage n'allait pas aussi bien que tu le penses. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je m'y attendais, mais les entendre à voix haute faisait tout de même mal. D'accord, ai-je dit finalement. Peut-être que ce n'était pas le cas. Mais mêler ton frère à nos problèmes ne va pas les arranger. Marcus essaie d'aider. Marcus essaie de nous séparer pour avoir un endroit permanent où vivre. Ce n'est pas vrai, a dit Marcus, mais il fuyait mon regard. J'ai regardé Sarah. Demande-lui. Lui demander quoi? Demande-lui quel est son plan à long terme. Demande-lui quand il compte déménager. Demande-lui ce qui se passe si on divorce. Sarah s'est tournée vers son frère. Marcus? Marcus est resté silencieux un long moment. Je pense que tu serais plus heureuse sans Dave, a-t-il finalement dit. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Et où vivrais-tu si Sarah et moi divorcions? Ai-je insisté. Nous n'en avons pas parlé. Vraiment? Vous n'avez pas parlé de la façon dont Sarah pourrait garder la maison lors de la procédure de divorce? De la façon dont elle gagne plus d'argent que moi et n'aurait pas besoin de mon soutien financier? De la chance qu'elle aurait d'avoir un frère dans les parages pour l'aider à faire l'entretien et les réparations? Le visage de Sarah a blêmi. Marcus, est-ce vrai? Marcus avait l'air pris au piège. Sarah, tu sais que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce n'est pas une réponse. J'ai peut-être mentionné que tu as des options. Des options? Si tu es malheureuse dans ton mariage, tu n'es pas obligée de rester. Tu es une femme qui réussit, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de Dave. Sarah nous a regardés à tour de rôle, Marcus et moi, et j'ai pu voir la réalisation se peindre sur son visage. Tu avais prévu ça, a-t-elle dit doucement. Tu as essayé de briser mon mariage pour avoir un endroit où vivre. Non. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Marcus? Marcus a passé ses mains dans ses cheveux. Écoute, je vois bien que Dave te rend malheureuse. Tu te plains de lui tout le temps. De la façon dont il ne te parle pas. Qu'il n'apprécie pas les belles choses. Qu'il te tire vers le bas et t'empêche d'avoir la vie que tu veux. Je n'ai jamais dit qu'il me tirait vers le bas. Tu n'avais pas besoin de le dire. C'est évident. Tu es sophistiquée, instruite, tu as du succès. Et lui, c'est un réparateur. Le mépris dans sa voix était indéniable, et j'ai vu Sarah tressaillir. Dave travaille dur, a-t-elle dit doucement. Dans un boulot sans avenir. Combien d'argent gagnera-t-il dans 10 ans? Dans 20 ans? Pendant ce temps, tu gravis les échelons, tu bâtis une vraie carrière. Le travail de Dave n'a rien de mal. Non, il n'a rien de mal, mais il n'a rien de spécial non plus.
N'importe quel gars qui a arrêté l'école peut apprendre à réparer des climatiseurs. J'en avais assez entendu. Tu as raison, Marcus. N'importe quel décrocheur scolaire peut apprendre à réparer des climatiseurs. Tout comme n'importe quel diplômé d'université peut apprendre à couler une entreprise 3 fois en 5 ans. Marcus s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère. Au moins, j'essaie de construire quelque chose. Au moins, j'ai de l'ambition. De l'ambition? Tu as 40 ans et tu vis dans la chambre d'amis de ta sœur. Ton idée de l'ambition, c'est de la convaincre de divorcer de son mari pour ne pas avoir à trouver un vrai travail. J'ai un vrai travail. Non, tu as un passe-temps qui fait perdre de l'argent. Il y a une différence. Marcus a fait un pas vers moi, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de m'en coller une. Mais il était mou, choyé, et assez intelligent pour savoir qu'il perdrait ce combat à plate couture. Tu te crois tellement supérieur à moi, a-t-il dit à la place. Je ne me crois pas supérieur à toi, Marcus. Je sais que je le suis. Je travaille pour gagner ma vie. Je paie mes factures. Je n'ai pas besoin que ma sœur m'entretienne pendant que je joue à l'homme d'affaires. Dave, arrête, a dit Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Non, je ne m'arrêterai pas. J'en ai marre d'être poli avec quelqu'un qui a essayé de détruire mon mariage pour son propre profit. Je me suis retourné vers Marcus. Tu veux connaître la différence entre nous? Moi, je construis des choses. Je répare des choses. Je fais en sorte que ça marche. Toi, tu démolis les choses et tu pars en courant quand ça devient difficile. C'est faux. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé quand le food truck a coulé? Tu as accusé l'emplacement, les fournisseurs, les clients, tout le monde sauf toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'appli a foiré? Tu as accusé le marché, le timing, la concurrence. Et maintenant, quand le mariage de ta sœur traverse une crise, tu n'essaies pas d'aider à arranger les choses. Tu essaies de les aggraver pour pouvoir profiter des ruines. Marcus s'est tu, mais je voyais la colère monter dans ses yeux. Tu sais ce que je pense? Ai-je continué? Je pense que tu es jaloux. Je pense que ça te ronge qu'un type comme moi, un type que tu prends de haut et tout ce que tu veux. Une femme qu'il aime, une maison à lui, un travail qui paie les factures. Tu ne supportes pas ça. Sarah ne t'aime pas, a dit Marcus doucement. La pièce a sombré dans un silence glacial. Qu'est-ce que tu as dit? Elle ne t'aime pas. Elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle se sentait prise au piège, qu'elle s'est contentée de toi par dépit parce qu'elle pensait ne pas pouvoir trouver mieux. J'ai regardé Sarah, attendant qu'elle le nie. Elle fixait le sol, tortillant son alliance. Sarah? Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la vérité dans son regard. Dave, Est-ce que tu as dit ça? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'étais bouleversé. Je me défoulais auprès de mon frère. Ce n'est pas une réponse. Oui, a-t-elle fini par dire. J'ai dit ça. Ces mots m'ont frappé plus fort que les poings de Marcus n'auraient jamais pu le faire. Je me tenais là, dans mon propre salon, regardant ma femme depuis 18 ans, et je réalisais que tout ce que je croyais savoir sur notre mariage n'était qu'un mensonge. Je vois. Dave, je ne pensais pas. Si. Tu le pensais quand tu l'as dit, et tu le penses maintenant. J'ai regardé autour de moi les meubles chers sur lesquels Sarah avait insisté, les œuvres d'art qu'elle avait achetées, le style de vie qu'elle avait bâti avec mon argent. Et soudain, plus rien de tout ça ne me semblait m'appartenir. Tu sais quoi? Tu as raison. Tu t'es contenté de moi. Et je me suis contenté de toi. La différence, c'est que j'étais satisfait de l'accord. J'ai marché vers la porte d'entrée, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Marcus, tu as jusqu'à demain soir pour sortir tes affaires de chez moi. Après ça, je les mets sur le trottoir. Dave, attends, a dit Sarah. Mais je franchissais déjà la porte. Derrière moi, je pouvais les entendre parler. Leur voix était basse et urgente. Mais je me fichais éperdument de ce qu'ils avaient à se dire. J'avais enfin entendu la vérité, et la vérité, c'était que mon mariage était terminé depuis longtemps. J'avais juste été trop stupide pour le voir. J'ai passé cette nuit-là au Murphy's Tavern, buvant du whisky et planifiant ma vengeance. Pas une vengeance de film.
Pas de stratagèmes élaborés ou de confrontations dramatiques. Une vraie vengeance. Le genre qui frapperait Sarah et Marcus là où ça comptait le plus. Leur orgueil, leur confort et leur projet d'avenir. À l'heure de la fermeture, j'avais la structure d'un plan à la fois légal et dévastateur. Le lendemain matin, je me suis de nouveau porté pâle et j'ai conduit jusqu'en centre-ville pour voir un avocat. Richard Brennan s'était occupé de la signature quand Sarah et moi avions acheté la maison il y a 8 ans. C'était un avocat d'un petit cabinet spécialisé en immobilier et en droit de la famille, et il se souvenait de moi. « Dave Mitchell » a-t-il dit en me serrant la main. « Comment va Sarah ?»« C'est justement de ça que je viens vous parler. » Je lui ai tout raconté. Le compte d'épargne, la violation de ma vie privée par Marcus, l'aveu de Sarah sur le fait qu'elle ne m'aimait pas, toute cette sordide histoire. Brennan a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. « Donc, vous voulez divorcer ?» a-t-il dit quand j'ai eu terminé. « Je veux connaître mes options. » Brennan s'est adossé à son fauteuil. « Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'Illinois est un État où le divorce sans faute est reconnu, donc vous n'avez pas besoin de prouver l'infidélité ou les abus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra partager vos biens. » Concrètement, ça veut dire quoi? La maison est à votre nom, mais elle a été achetée pendant le mariage avec des fonds communs, donc Sarah a droit à la moitié de la valeur nette. Il en va de même pour les comptes retraite, l'épargne et les autres biens matrimoniaux. Qu'en est-il de l'argent qu'elle a dépensé au fil des ans? Les vêtements, les soins au spa, les dîners hors de prix? À moins que vous puissiez prouver qu'elle dissimulait des biens ou dépensait de l'argent frauduleusement, c'est simplement considéré comme des dépenses conjugales normales. J'ai repensé aux factures de carte de crédit que je payais depuis 18 ans, aux virées shopping qui coûtaient plus que mon salaire mensuel, au style de vie que je finançais pendant que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes à midi. Et si je voulais vendre la maison avant de demander le divorce? Brennan a haussé un sourcil. Ce serait compliqué. Si Sarah y vit et la considère comme son domicile conjugal, elle pourrait s'opposer à la vente. Mais elle est à mon nom. Oui, mais elle a des droits matrimoniaux. Elle pourrait obtenir une injonction pour bloquer la vente, surtout si elle prétendait que vous essayez de dissimuler des biens. Et si elle n'y vivait plus? Ça changerait la donne. Si Sarah a déménagé de son plein gré et que vous pouvez prouver que la maison est trop chère à entretenir avec un seul salaire, vous pourriez forcer la vente. J'ai pris note mentalement de ça. Et pour la pension alimentaire? La prestation compensatoire? Probablement pas, puisque Sarah gagne plus que vous. Si quoi que ce soit, c'est elle qui vous en devrait une, mais c'est peu probable vu l'écart de revenus. C'était intéressant. Sarah gagnait environ 60 000 $ par an à l'agence de pub, tandis que je gagnais 45 000 $ en réparant des climatisations. Dans sa tête, c'était elle qui avait réussi. Dans un tribunal des affaires familiales, ça pourrait faire d'elle celle qui devait subvenir à mes besoins. Et pour son frère? Qu'est-ce qu'il a? Il vit dans notre maison depuis 3 mois sans payer de loyer. Est-ce que ça joue? Brennan a réfléchi un instant. Pas directement, mais si vous pouvez prouver que Sarah a permis à un tiers de vivre dans le domicile conjugal sans votre consentement, ça pourrait démontrer qu'elle n'agissait pas dans le meilleur intérêt du mariage. Combien de temps dure la procédure de divorce? S'il n'est pas contesté, environ 6 mois. Si Sarah s'y oppose, ça pourrait prendre 1 an ou plus. Et pendant ce temps? Vous auriez tous les deux des droits sur le domicile et les biens conjugaux. Aucun de vous ne pourrait prendre de décision financière majeure sans le consentement de l'autre ou une décision de justice. J'ai remercié Brennan et j'ai quitté son bureau avec une vision beaucoup plus claire de ce qui m'attendait. Sarah avait presque toutes les cartes en main. Elle gagnait plus d'argent. Elle avait la jouissance de la maison. Et elle avait Marcus pour lui murmurer à l'oreille quelles étaient ses options. Mais j'avais moi aussi quelques avantages. L'après-midi même, j'ai conduit jusqu'à la banque où nous avions nos comptes courants et d'épargne joints. La guichetière, une femme d'âge mûr nommée Patricia, qui nous aidait depuis des années, m'a accueilli avec un sourire. « Bonjour, Dave. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai besoin de faire quelques changements sur nos comptes. J'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte d'épargne joint, environ 12 000 $, et j'ai ouvert un nouveau compte individuel. Totalement légal, puisque les deux noms figuraient sur le compte d'origine.
J'ai également annulé le virement direct de mon salaire sur le compte courant joint pour le rediriger vers mon nouveau compte individuel. À partir de ma prochaine paie, mes revenus seraient séparés de ceux de Sarah. Enfin, j'ai fermé le compte d'épargne secret, celui par lequel tout ce gâchis avait commencé, et j'ai transféré les 15 000 $ sur mon nouveau compte individuel. Quand j'ai eu terminé, Sarah avait toujours accès à environ 8 000 $ sur les comptes joints, en plus de son propre salaire. Assez pour payer les factures pendant quelques mois, mais pas assez pour maintenir son niveau de vie indéfiniment. Mon arrêt suivant a été la maison. La voiture de Sarah n'était pas dans l'allée, mais la BMW de Marcus, si. Parfait. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte d'entrée et j'ai trouvé Marcus dans la cuisine, en train de se préparer un sandwich avec les courses que j'avais payées. « Dave » a-t-il dit, l'air surpris. « Je croyais que tu restais dans un motel. » C'est le cas. Je suis venu chercher des affaires. Je suis monté dans la chambre et j'ai rempli un autre sac de vêtements et d'effets personnels. Ensuite, je suis descendu au sous-sol et j'ai rassemblé mes outils. Des milliers de dollars de matériel professionnel que j'avais accumulé en 20 ans. Marcus me suivait partout comme un chien nerveux. Écoute, Dave. À propos de la nuit dernière garde ça pour toi. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. On peut peut-être s'arranger. J'ai arrêté de charger les outils dans mon pick-up et je les regardais. S'arranger? Tu sais, trouver un moyen pour qu'on s'entende tous. Sarah t'aime, et elle m'aime. Il doit y avoir un moyen de faire marcher tout ça. Sarah m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Elle était bouleversée. Elle ne le pensait pas. Si, elle le pensait. Et tu sais quoi? Ça me va très bien. J'ai arrêté d'essayer de faire marcher ce mariage. Marcus avait l'air paniqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je demande le divorce. Dave, tu ne peux pas. Je le peux et je vais le faire. Sarah veut être libre de vivre sa vie sans un mari ouvrier qui la tire vers le bas. Je vais lui donner cette liberté. Mais la maison sera vendue. L'argent sera divisé à 50/50, moins le solde de l'emprunt et les frais de vente. Le visage de Marcus s'est décomposé. Où vivra Sarah? Ce n'est plus mon problème. Et toi, où vivras-tu? Il n'a pas répondu, mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il avait compté sur le fait que Sarah garde la maison après le divorce, faisant de lui un squatteur permanent. Maintenant, son plan tombait à l'eau. Tu as jusqu'à demain pour sortir tes affaires, lui ai-je rappelé. Après ça, elles iront sur le trottoir. J'ai fini de charger mes outils et je suis parti, laissant Marcus figé dans l'allée, l'air complètement perdu. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un autre motel, un peu mieux, qui louait à la semaine plutôt qu'à l'heure. J'ai payé 2 semaines d'avance et je me suis installé en attendant la réaction de Sarah aux modifications bancaires. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone s'est mis à sonner à 20h30. C'était le numéro de Sarah. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a appelé 6 fois de plus dans l'heure qui a suivi, laissant des messages de plus en plus frénétiques. Dave, qu'est-ce que tu as fait à nos comptes en banque? Rappelle-moi. Dave, je n'ai plus accès à notre compte d'épargne. Il y a une sorte de blocage dessus. Rappelle-moi. Dave, ce n'est pas drôle. Je dois payer l'emprunt demain. Rappelle-moi immédiatement. Dave, je sais que tu reçois ces messages. Quoi que tu essaies de prouver, j'ai compris le message. Rappelle-moi. Dave, je vais appeler la police si tu ne me rappelles pas. Tu ne peux pas juste voler notre argent. Dave, je t'en prie. Il faut qu'on en discute comme des adultes. Je suis désolé pour ce que j'ai dit hier soir. J'étais contrarié. Rappelle-moi. J'ai écouté tous les messages, puis je les ai effacés sans répondre. Le lendemain matin, Sarah m'attendait près de mon pick-up quand je suis sorti du motel. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Elle avait une sale mine, sans maquillage, les cheveux tirés en queue de cheval désordonnés, vêtue d'un jean et d'un t-shirt froissé. Ce n'était pas la Sarah, professionnelle et soignée, qui partait travailler tous les matins en vêtements de marque. Bonjour à toi aussi. Dave, qu'est-ce que tu as fait à nos comptes bancaires? J'ai exercé mon droit légal de retirer ma part de nos avoirs communs. Ta part? C'est notre argent. C'était notre argent. Maintenant,
c'est mon argent d'un côté, et ton argent de l'autre. Le visage de Sarah était rouge de colère. Tu ne peux pas prendre la moitié de nos économies sans m'en parler. Je le peux et je l'ai fait. Tout comme tu ne peux pas laisser ton frère fouiller dans mes papiers privés sans m'en parler. Mais tu l'as fait aussi. C'est différent. Comment ça? Parce que tu me cachais de l'argent. Et toi tu me cachais tes vrais sentiments sur notre mariage. Je suppose qu'on est quitte. Sarah s'est appuyée contre mon pick-up, l'air épuisé. Dave, je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. J'étais en colère et blessé. Et Marcus t'encourageait à exprimer tes frustrations. Marcus t'encourageait à me quitter pour qu'il ait un endroit permanent où vivre. Ce n'est pas vrai. Ah oui? Où est-il maintenant? Sarah n'a rien répondu. Laisse-moi deviner. Il a fait ses bagages et il est parti dès qu'il a compris que j'étais sérieux au sujet du divorce. Il reste chez un ami. C'est ça. Un ami chez qui il va jouer les piques-assiettes pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il ne soit plus le bienvenu. Et après? Dave, il ne s'agit pas de Marcus. Il s'agit entièrement de Marcus. Notre mariage allait bien jusqu'à ce qu'il débarque et commence à t'empoisonner contre moi. Notre mariage n'allait pas bien. Nous avons de vrais problèmes. Nous en avions. Nous avions des problèmes, au passé. Maintenant nous allons divorcer, donc les problèmes sont réglés. Sarah m'a dévisagé. Tu es sérieux? Totalement sérieux. J'ai déjà parlé à un avocat. Dave, je t'en prie. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer une thérapie de couple? Est-ce qu'on ne pourrait pas y travailler? J'ai regardé ma femme, ma future ex-femme et j'ai ressenti quelque chose qui m'a surpris. Pas de la colère, pas de la douleur, mais de la pitié. Sarah, hier soir, tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. Tu as dit que tu t'étais contentée de moi parce que tu pensais que tu ne trouverais pas mieux. Ce ne sont pas des problèmes sur lesquels on peut travailler en thérapie. Ce sont des vérités fondamentales sur ce que tu ressens. J'étais énervé. Tu as été honnête. Peut-être pour la première fois depuis des années. Sarah a commencé à pleurer, pas ces jolies larmes délicates qu'elle utilisait quand elle voulait qu'on ait pitié d'elle, mais de vilains sanglots désespérés qui secouaient tout son corps. Dave, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas perdre la maison. Je ne veux pas tout recommencer à zéro. Tu aurais dû y penser avant de laisser ton frère te convaincre que je n'étais pas assez bien pour toi. Il ne m'a convaincu de rien. C'était mes propres sentiments. Je sais. C'est ce qui rend les choses si faciles. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai pris la route du travail, laissant Sarah en larmes sur le parking d'un motel miteux. L'après-midi même, elle a appelé mon patron. Dave, a dit Frank, ta femme veut te parler. Elle dit que c'est une urgence. Ce n'est pas une urgence. Elle veut parler de notre divorce. Frank a haussé un sourcil. Tu vas divorcer? On dirait bien. Je suis désolé de l'entendre. Moi non. Frank a étudié mon visage un instant, puis il a hoché la tête. Tu veux que je lui dise que tu es occupé? Dis-lui d'appeler mon avocat si elle veut discuter de questions juridiques. Autrement, nous n'avons plus rien à nous dire. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Richard Brennan. Votre femme est venue me voir aujourd'hui, a-t-il dit. J'espère que vous lui avez dit que vous ne pouviez pas nous représenter tous les deux. C'est ce que j'ai fait. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de vous empêcher de demander le divorce. Et je lui ai dit que l'Illinois était un État pratiquant le divorce sans faute. L'une ou l'autre des parties peut demander le divorce sans le consentement de l'autre. Bien. Dave, êtes-vous sûr de votre coup? Sarah avait l'air sincèrement bouleversée. Elle a dit qu'elle serait prête à suivre une thérapie, à faire des changements, tout ce qu'il faudrait. Elle est bouleversée parce qu'elle perd son style de vie confortable, pas parce qu'elle me perd, moi. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Et parce que la seule raison pour laquelle elle veut se réconcilier maintenant, c'est que son plan de secours est tombé à l'eau quand Marcus l'a lâché. Brennan a gardé le silence un instant. D'accord. Je vais commencer à préparer les papiers. Combien de temps avant que je puisse déposer la demande? La requête peut être prête pour vendredi. Il faudra la lui faire signifier par huissier. Et ensuite,
il y a un délai d'attente obligatoire. Allez-y. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma chambre de motel et j'ai repensé aux 18 années que j'avais passées marié à Sarah. Au bon moment et il y en avait eu, surtout au début. Au mauvais moment qui était devenu de plus en plus fréquent et intense. À l'érosion graduelle du respect et de l'affection que j'avais été trop occupé à travailler pour remarquer. Marcus n'avait pas détruit mon mariage. Il s'était contenté de mettre au jour les fissures qui étaient déjà là. Mon téléphone a vibré, un SMS de Tom Bradley. J'ai appris pour toi et Sarah. Tu veux qu'on aille boire une bière? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, partie remise. Je ne suis pas de très bonne compagnie en ce moment. Je comprends, mais Dave, Jennifer m'a raconté ce que tu as dit chez toi l'autre soir à propos du reçu d'hôtel et du reste. Je suis désolé. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. On a tous les deux épousé les mauvaises femmes. Ouais, c'est vrai. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher pour préparer la dernière phase de ma vengeance. Les papiers du divorce lui ont été signifiés un jeudi matin pendant que Sarah se préparait pour le travail. Je n'étais pas là pour voir sa réaction, mais j'en ai entendu parler par Frank, dont la femme, Lisa, avait reçu un appel téléphonique hystérique vers 9 heures. Elle ne le prend pas bien du tout, m'a dit Frank pendant que nous nous rendions à notre première intervention de la journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le prenne bien. Lisa dit qu'elle parle de contester le divorce. Qu'elle prétend que tu fais une sorte de crise de la quarantaine. Laisse-la contester. Ça lui coûtera juste plus cher en frais d'avocat. Frank m'a lancé un regard de biais. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, pas vrai? J'ai eu largement le temps d'y penser. Ce que je n'ai pas dit à Frank, c'est que la remise des papiers n'était que le coup d'envoi. La vraie vengeance restait à venir. L'après-midi même, j'ai appelé une agente immobilière. Pas Lisa Morrison, mais sa plus grande concurrente du quartier. Janet Walsh essayait d'obtenir notre mandat de vente depuis des années et elle était ravie d'avoir de mes nouvelles. Dave, que puis-je faire pour vous? Je veux vendre la maison de Maple Street. Formidable. Quand aimeriez-vous organiser une visite pour estimer le bien? Et demain matin? Tôt, avant que Sarah ne parte au travail? Il y a eu un blanc. Sarah sera-t-elle disponible pour nous rencontrer? Sarah et moi allons divorcer. La maison doit être vendue dans le cadre du partage des biens. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Ne le soyez pas. Je ne le suis pas. Janet est arrivée à 8 heures pile au volant d'une Mercedes argentée avec sa photo et son numéro de téléphone placardé sur le côté. Je l'ai retrouvée dans l'allée et nous avons marché ensemble jusqu'à la porte d'entrée. Sarah a ouvert en peignoir, l'air perdu. Dave, qu'est-ce qu'il se passe? Sarah, je te présente Janet Walsh de Premier Property. Elle est ici pour évaluer la maison en vue de la mettre en vente. Le visage de Sarah s'est vidé de son sang. Tu ne peux pas vendre notre maison. Ce n'est plus notre maison. C'est un bien à diviser lors de notre procédure de divorce. J'habite ici. Plus pour longtemps. Janet s'est raclé la gorge de manière diplomatique. Je devrais peut-être revenir à un autre moment. Non, ai-je dit. C'est le moment parfait. Sarah, tu devrais peut-être t'habiller. Janet a besoin de voir toutes les pièces. Sarah a regardé Janet puis moi, réalisant qu'elle était piégée. Elle ne pouvait pas refuser de nous laisser entrer sans passer pour quelqu'un de déraisonnable, mais elle ne pouvait pas non plus empêcher l'évaluation d'avoir lieu. Donnez-moi 5 minutes, a-t-elle fini par dire. Pendant que Sarah s'habillait, Janet et moi avons fait le tour du rez-de-chaussée. Elle a pris des notes sur le parquet, la cuisine refaite à neuf, les luminaires hors de prix que Sarah avait insisté pour installer. Magnifique maison, a dit Janet. Super quartier. Je pense qu'on peut obtenir le prix demandé, et peut-être même plus. À combien l'estimez-vous? Dans le marché actuel, probablement 320 000, 330 000. Peut-être 350 000 si on a droit à une surenchère. J'ai vite fait le calcul. Après avoir remboursé le solde de l'emprunt et payé les frais de vente, Sarah et moi partagerions environ 150 000 $. Assez pour que j'achète un endroit plus petit comptant, mais pas de quoi permettre à Sarah de maintenir son style de vie actuel. Sarah est redescendue en tenue de travail avec un sourire forcé. Désolé pour ça. Je n'attendais pas de visite.
Il n'y a aucun problème, a dit Janet d'un ton suave. Un divorce n'est jamais facile, mais vendre la maison rapidement peut aider les deux parties à tourner la page et à refaire leur vie. En fait, je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à vendre pour le moment, a dit Sarah en me lançant un regard d'avertissement. La décision a déjà été prise, ai-je répondu. Janet, voulez-vous poursuivre la visite? Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue chaque pièce tandis que Sarah nous suivait, faisant des commentaires de plus en plus désespérés sur à quel point elle aimait la maison et comme il serait difficile de trouver un autre endroit comme celui-ci. Janet a ignoré les sous-entendus pour se concentrer sur son travail, mesurant les pièces et prenant des photos. Au moment où nous avons terminé, elle avait tout ce qu'il lui fallait pour préparer le mandat de vente. Je préparerai les papiers pour lundi, m'a-t-elle dit alors que nous étions dans l'allée. À quelle vitesse voulez-vous que les choses aillent? Aussi vite que possible. Nous pourrions la mettre sur le marché d'ici mercredi. Après le départ de Janet, Sarah et moi nous sommes retrouvés face à face dans l'allée de la maison que nous partagions depuis 8 ans. Espèce de monstre, a-t-elle dit doucement. Pardon? Tu essaies de me forcer à quitter ma propre maison. J'essaie de liquider un bien matrimonial pour qu'on puisse tous les deux passer à autre chose. C'est ma maison, Dave. J'ai choisi les meubles, je l'ai décorée. Je l'ai rendue magnifique. Avec mon argent. Avec notre argent. L'argent que j'ai gagné pendant que tu le dépensais. L'argent que j'ai mis de côté pendant que tu te plaignais de ne pas en avoir assez. L'argent que j'ai investi dans une maison que tu n'as maintenant plus les moyens de garder. Le visage de Sarah s'est décomposé. Où suis-je censé vivre? Ce n'est plus mon problème. Dave, je t'en prie. On ne peut pas trouver un arrangement? Je te paierai ta moitié de la maison au fil du temps. Avec quoi? Ton salaire couvre à peine l'emprunt, les factures et les taxes foncières. Tu n'obtiendrais jamais un crédit assez gros pour racheter ma part. Je pourrais prendre un colocataire. Comme Marcus? Sarah s'est tue. C'était le plan depuis le début, pas vrai? Garder la maison, laisser Marcus s'y réinstaller et vivre sur mon capital immobilier pendant qu'il joue à l'entrepreneur avec son énième projet voué à l'échec. Non. Ce n'était pas ça. Vraiment? Marcus disparaît à la seconde où il comprend que je suis sérieux avec le divorce. Où est-il maintenant, Sarah? Il reste chez un ami. Quel ami? Un gars de son groupe de réseau d'affaires. Pour combien de temps? Sarah n'a pas répondu. Il a déjà abusé de leur hospitalité, n'est-ce pas? Et maintenant il ne peut pas revenir ici parce que la maison va être vendue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Je n'en doute pas. Tu es une femme qui réussit, tu es indépendante, tu te souviens? Tu n'as pas besoin d'un mari ouvrier pour te freiner. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai roulé jusqu'au travail, laissant Sarah debout, seule dans l'allée de la maison qu'elle s'apprêtait à perdre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Tom Bradley. Dave, il faut qu'on parle. De quoi? De ce que tu fais à Sarah. J'ai soupiré. Laisse-moi deviner. Jennifer t'a appelé. Sarah a appelé Jennifer. Jennifer a appelé Lisa. Lisa a appelé Frank. Et Frank te l'a dit. Bordel, Dave, tu vas vendre sa maison sous son nez? Je vends notre maison dans le cadre de notre accord de divorce. C'est tout à fait légal et c'est la procédure standard. C'est cruel. Est-ce que c'est cruel, ou est-ce que c'est juste? Sarah gagne plus d'argent que moi, mais elle mène un train de vie financé par la part de capital que j'ai dans cette maison. Maintenant, elle va découvrir ce qu'elle peut vraiment se permettre avec son seul salaire. Elle est effondrée. Elle s'en remettra. Les femmes qui réussissent et qui sont indépendantes sont résilientes, c'est bien connu. Tom a gardé le silence un instant. Dave, je sais que tu as mal, mais ça ne te ressemble pas. Tu as raison. L'ancien Dave aurait essayé de sauver son mariage. L'ancien Dave serait allé en thérapie, aurait fait des compromis et aurait fait semblant que tout allait bien. Mais l'ancien Dave était marié à une femme qu'il aimait. Le nouveau Dave est marié à une femme qui s'est contentée de lui et qui le regrette. Sarah était bouleversée quand elle a dit ça. Sarah a été honnête quand elle a dit ça. Il y a une différence. Donc tu vas juste détruire sa vie? Je ne détruis rien du tout. Je mets fin à un mariage qui aurait dû se terminer il y a des années.
Si ça détruit la vie de Sarah, elle aurait peut-être dû y penser avant de décider qu'elle méritait mieux que moi. Étage 18 ans de mariage? Ça ne compte pour rien? Ça compte pour la moitié du capital de la maison et la moitié du compte d'épargne. Voilà ce que valent 18 ans de mariage dans un accord de divorce. Tom est resté silencieux un long moment. Jennifer m'a quitté, a-t-il dit finalement. Quand? Hier. Elle a pris les enfants et est allée chez sa sœur. Je suis désolé. Vraiment, ou est-ce que tu es content que le mariage de quelqu'un d'autre s'écroule aussi? La question m'a percuté plus fort que je ne l'aurais cru. Est-ce que j'étais content? Est-ce que je tirais une satisfaction malsaine à voir les relations des autres tomber en ruine? Je suis désolé que ton mariage se termine, ai-je fini par dire. Mais je ne suis pas désolé que tu découvres enfin la vérité sur ta femme. La vérité? Qu'elle te trompait. Ce reçu d'hôtel, ce n'était pas pour l'anniversaire de sa sœur. Je sais. Depuis combien de temps tu sais? J'ai engagé un détective privé il y a 2 semaines. J'ai eu les photos hier. Bon sang, Tom. Ouais. Donc maintenant, j'affronte la même chose que toi. Le divorce, la vente de la maison, la garde partagée des enfants, tout ce cauchemar. Nous avons tous les deux gardé le silence un instant. Tu veux aller boire une bière? A demandé Tom. Ouais, je veux bien. On s'est retrouvés au Murphy's Tavern, le même bar miteux où toute cette merde avait commencé. Tom avait l'air d'un zombie. Mal rasé, les yeux cernés, portant les mêmes vêtements dans lesquels il avait probablement dormi. Alors, a-t-il dit après qu'on ait commandé notre première tournée. Ça fait quoi d'avoir eu raison? À propos de quoi? À propos de Jennifer. Qu'elle me trompait. Tu l'avais deviné il y a des semaines. J'y ai réfléchi. Ça ne fait rien du tout. J'aurais préféré me tromper. Mais tu ne te trompais pas. Non, je ne me trompais pas. On a bu en silence pendant un moment. 2 hommes d'âge mûr dont les mariages avaient implosé en l'espace d'1 mois. Tu sais ce qui est le pire? A finalement demandé Tom. Quoi? Les gosses. Ils me demandent pourquoi maman est partie et je ne sais pas quoi leur dire. Dis-leur la vérité. Que leur mère est une garce de menteuse qui couche avec son entraîneur personnel depuis 6 mois. Dis-leur que parfois les adultes font des erreurs, et que parfois, ces erreurs font que les familles doivent changer. Tom a eu un rire amer. Tu devrais écrire des cartes de vœux. Je suis sérieux. Les gosses sont plus coriaces qu'on ne le croit. Ils supportent mieux la vérité qu'ils ne supportent les mensonges. Tu parles d'expérience? Je parle par bon sens. Sarah et moi n'avons jamais eu d'enfants, mais j'ai des neveux et des nièces. Les gosses savent quand les adultes leur mentent. Ils préfèrent entendre une vérité brutale plutôt qu'un mensonge confortable. Tom a lentement hoché la tête. Tu as peut-être raison. En plus, Jennifer a fait son choix. Elle a choisi son coach au lieu de sa famille. Ce n'est pas ta faute. J'arrête pas de penser qu'il y a forcément quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Un moyen par lequel j'aurais pu sauver notre mariage. Il n'y en avait pas. Tout comme il n'y avait rien que je puisse faire pour sauver le mien. Certaines personnes ne sont pas capables d'être fidèles, et d'autres ne sont pas capables de se satisfaire de ce qu'elles ont. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va de l'avant. On se reconstruit de nouvelles vies. On essaie d'être meilleur que les gens qui nous ont trahis. C'est ce que tu fais? Tu essaies d'être meilleur que Sarah? J'ai réfléchi à la question. Étais-je en train d'être meilleur que Sarah, ou étais-je juste en train d'être vindicatif? Je suis juste honnête, ai-je finalement répondu. Sarah voulait sortir de notre mariage, mais n'avait pas le courage de partir. Elle allait rester mariée avec moi tout en me traitant comme un moins que rien, juste pour pouvoir garder le style de vie que je lui offrais. Je lui donne ce qu'elle voulait vraiment. Être libérée de moi. Et je reprends ce qui m'appartient. La maison? La maison, les économies, le respect de moi-même, tout. Tom a levé sa bière. Au respect de soi-même. Au respect de soi-même. On a bu jusqu'à la fermeture. 2 hommes divorcés en train de planifier leur nouvelle vie dans un bar qui sentait la bière chaude et les rêves brisés. Quand je suis rentré dans ma chambre de motel,
j'avais 14 appels en absence de Sarah et un SMS qui disait simplement « S'il te plaît ». Je l'ai effacé sans l'avoir lu, tout comme les messages vocaux, et je suis allé dormir. La maison a été mise sur le marché le mercredi suivant et a reçu 3 offres dès le vendredi. Janet m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle pendant que je remplaçais un compresseur dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Nous avons une surenchère, a-t-elle dit, retenant à peine son excitation. La meilleure offre est à 360 000, paiement comptant, signature dans 30 jours. On accepte. Vous ne voulez pas en discuter avec Sarah d'abord? Sarah n'a pas son mot à dire. C'est moi le vendeur officiel. Mais elle habite là-bas. Plus pour longtemps. Une signature dans 30 jours signifie qu'elle doit être partie à la fin du mois prochain. Il y a eu un silence. Dave, je dois vous le demander, est-ce que Sarah va s'opposer à cette vente? Elle peut essayer, mais il lui faudrait une injonction du tribunal, et aucun juge ne bloquera la vente d'un bien matrimonial en pleine procédure de divorce. Très bien. Je vais appeler l'agent de l'acheteur et accepter l'offre. Après avoir raccroché, j'ai appelé Richard Brennan pour le prévenir de la vente. 360 000? A-t-il dit, impressionné. C'est un très bon prix. C'est une bonne maison. Quelle sera la réaction de Sarah, à votre avis? Probablement pas positive. Mais elle ne peut rien y faire légalement, n'est-ce pas? Exactement. La maison est à votre nom et vous avez le droit de la vendre. Elle recevra sa part des bénéfices dans le cadre du règlement du divorce. À combien s'élèvera-t-elle? Après avoir remboursé l'emprunt, les frais de vente et mes honoraires, vous pouvez probablement tabler sur 75 000 $ chacun. 75 000 $. Assez pour que j'achète une petite maison ou un appartement comptant. Pas assez pour que Sarah puisse maintenir son train de vie actuel pendant plus d'1 an ou 2. Quand pourrons-nous finaliser le divorce? La vente devrait être conclue à peu près au moment où la période d'attente obligatoire prendra fin. Vous pourriez être divorcé d'ici Noël. Parfait. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison de Maple Street une dernière fois. Il y avait un panneau, vendu, dans le jardin, et la voiture de Sarah était dans l'allée, à côté d'un camion de déménagement Hull. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé par les fenêtres du salon. Sarah et 2 femmes que je ne connaissais pas remplissaient des cartons. Elle pleurait, mais elle faisait ses cartons. Mon téléphone a vibré. Un SMS. J'espère que tu es heureux, disait-il. J'ai levé les yeux vers la maison, puis j'ai répondu, je suis sur la bonne voie. 3 semaines plus tard, j'ai signé pour une petite maison de plein pied dans un quartier de l'autre côté de la ville. 2 chambres, une salle de bain, un garage pour mes outils, et une mensualité d'emprunt que je pouvais assumer avec mon seul salaire. Le divorce a été prononcé 2 jours avant Noël. J'ai passé le réveillon de Noël dans ma nouvelle maison, buvant une bière et regardant la neige tomber par la fenêtre de ma cuisine. Pas de meubles hors de prix, pas d'art abstrait, pas de rappel d'un mariage qui avait été bâti sur des mensonges et maintenu par des compromis. Juste moi, mes outils, et un avenir qui n'appartenait qu'à moi. Mon téléphone a sonné vers 21 h. Le numéro de Sarah. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été la plus forte. Allô, Sarah. Dave. Sa voix était calme, assagie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour le divorce. Pour m'avoir forcé à affronter la vérité sur ce que je voulais vraiment. Je n'ai rien dit, ne sachant pas où elle voulait en venir. J'ai pris un appartement en centre-ville, a-t-elle poursuivi. C'est petit, mais c'est à moi. J'ai commencé une thérapie, je travaille sur moi-même, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai été si malheureuse pendant si longtemps. Et je crois que tu avais raison. Je m'étais contenté de toi. Pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que j'avais trop peur de poursuivre ce que je voulais vraiment. Et qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas encore, mais j'y travaille. On est resté silencieux un moment. Et Marcus? Ai-je demandé. Sarah a eu un petit rire, mais il était sans joie. Marcus reste Marcus. Il vit chez son 3e ami depuis le divorce. Toujours persuadé que sa prochaine affaire va le rendre riche. Et ça te va? Ça me va de ne plus être responsable de lui. Il s'avère que je l'encourageais dans ses travers,
Tout comme je m'y encourageais moi-même. Tant mieux pour toi. Dave? Ouais. Je suis désolé pour tout. De n'avoir pas apprécié ce que nous avions, d'avoir laissé Marcus m'empoisonner contre toi, de m'être menti à moi-même sur ce que je voulais. Tu méritais mieux. Nous méritions mieux tous les deux. Ouais, c'est vrai. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, repensant aux 6 derniers mois. La trahison, la colère, la vengeance, le divorce. Tout ça m'avait conduit à cet instant précis. Assis, seul, dans une maison qui m'appartenait, libéré du poids d'un mariage qui nous étouffait lentement tous les deux. Sarah avait raison. Je méritais mieux.